Bonjour. Aujourd'hui, la Fondation de la psychanalyse a décidé d'oser s'approcher, a décidé de ce à quoi Lacan nous permet de nous approcher par une analyse, à savoir une trouvaille. Trouvaille, il y a le mot trou. Trou, c'est l'inconscient. C'est un savoir qu'on ne peut pas connaître. C'est pas du non-conscient. Alors avec quelques-uns qui sont ici, quelques intervenants, nous allons parler. D'habitude, évidemment, il y a des grandes messes, hein, mais on ne parle pas dans les grandes messes, évidemment. Nous avons décidé de faire une réunion entre quelques-uns, et vous pouvez venir aujourd'hui, hein, 12 Villa Guelma, dans le 10e arrondissement. Il y a encore de la place pour parler de quoi ? Parler de la jouissance, c'est parler du corps. Et d'un corps qui n'est pas le corps de la médecine, c'est un corps dont on se rend compte quand on le perd. C'est ça l'objet primordial. C'est un corps qui ne se représente pas, c'est un corps qui est le corps de jouissance, l'énigme du corps de jouissance. Le corps. Encore. Alors je laisse la parole aux intervenants. Nous allons donc ce matin travailler de 9h à midi et cet après-midi de 14h à 17h. Je donne la parole à Franck Ancel. Est-ce que c'est bon, Edwige ? Tu as coupé ? Ok, le direct était dans le groupe Facebook de la Fondation, ou Fondation de Facebook. En tous les cas, Karine, est-ce que vous voulez bien me rejoindre ? Ok. Il est 10h02, on se donne 1 heure pour cette séance, Jean, c'est ça ? Oui. Ok. Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous, et surtout à ceux qui nous écouteront, qui nous regarderont peut-être a posteriori par rapport à ce qui se joue au présent. La question du présent, elle est très importante, et bien évidemment, comme toute pratique, que ce soit la pratique de la méditation ou la pratique de la psychanalyse, je parle bien de pratique, je n'ai strictement rien préparé. Où tout va se préparer au cours de cette séance, comme l'a évoqué Jean Charmoil, à travers cette journée de travail, hein. Qu'est-ce qui se met au travail ? Et déjà, quel est mon titre ? Silence, espace, corps. Alors, on va se donner 1 heure, mais tout d'abord, j'aimerais remercier Karine Henriquet. On prononce bien comme ça, Karine ? Alors, on va te donner un micro, on va l'allumer, comme ça on pourra vraiment t'entendre. Tu peux faire un test de micro. Bonjour à tous. Clémence, on entend bien Karine. Parfait. Alors, Karine, on échange à travers les réseaux sociaux, on échange aussi en présentiel, on s'est croisés à Paris. Tu viens de la montagne. En tous les cas, tu as fait le déplacement à Paris, puisqu'on parle, comme l'a évoqué Jean Charmoil, à Paris, et il s'agit de Paris. Il ne s'agit pas du Paris de Lacan, il s'agit du Paris des analystes, et tu es psychanalyste, tu es également en cabinet libéral, tu travailles en institution, et j'ai vu dans tes réflexions, dans ce que tu partages, dans nos échanges, des proximités concernant une interrogation dont on va pouvoir évoquer un petit peu d'histoire, de mise en relation de cette histoire de méditation. Mais avant toute chose, ce que j'ai oublié des points importants, si ce n'est que hier, on a travaillé très tard tous les deux pour présenter avec aussi une collègue qui est venue avec toi. On a travaillé très tard pour préparer cette séance. Et comme l'a rappelé Jean Charmoil, il s'agit de paroles. Voilà. Alors merci Franck pour cette présentation. Alors lorsque Franck m'a fait part de son désir de discuter de méditation et de psychanalyse, je me suis d'emblée demandé ce qui pouvait réunir les deux pratiques et de quoi alors ou sur quoi alors nous allions pouvoir échanger
sur ce temps dont nous disposions. Évidemment, le corps et la question de la jouissance sont tout à fait au centre du débat. Entre clichés et méconnaissance des deux pratiques, je dirais d'office que ce sont de ceux qui, là où les pratiquent, qui sont le mieux placés pour en parler finalement. Deux expériences totalement subjectives, où le soi est au premier plan. On pourrait dire partir de soi pour aller vers soi. S'installer le temps d'un instant, suspendu, au milieu de l'agitation de nos vies quotidiennes, pour s'asseoir, s'allonger, respirer du mieux possible depuis le sol, un coussin, à l'extérieur, de chez soi, ou bien dans l'alcôve d'un cabinet psy. Un exercice qui peut paraître simple mais qui se montre difficile. Ceux qui connaissent Franck savent qu'il pratique aussi le marathon, et c'est peut-être là que les deux disciplines se rejoignent, tel le marathon. La pratique répétitive, l'entraînement, s'allonger sur le divan ou s'installer face au psychanalyste 2 ou 3 fois par semaine amène une forme de meilleure appréhension de la discipline. Alors nous nous installons, nous fermons les yeux, allons au cœur de soi pour voir ce qu'il s'y passe, ce qui vibre, ce qui fait écho. Nous fermons les yeux, nous interrogeons nos résonances, nous interrogeons notre état d'être soi au milieu des silences externes et des bruits de l'agitation du monde. C'est un mouvement de fond, une mise en relation avec nos réalités psychiques et internes. Et les méditations, elle n'est pas une discipline essentiellement à destination de ceux qui vont mal ou ceux qui sont pris d'un désir de recherche de spiritualité profonde. Pour les deux disciplines, il semblerait que ce soit, en tout cas pour moi, un outil réel, accessible, qui ne soit pas médical au sens strict, au sens stricto sensus d'une science, qui ne soit pas religieux non plus, qui est hors dogme psychanalytique et qui confère un état de bien-être et d'apaisement au minima. Il me paraît d'ailleurs totalement adapté aux patients qui ont traversé des expériences traumatiques, mais pour autant, voilà, on verra si Franck va sur ce terrain plus tard. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup pensé à partir de ma pratique. Et puis, en psychanalyse comme en méditation, le but n'est pas de se détendre, mais de s'installer pour observer, pour analyser notre agitation interne, ou bien externe. Pour ceux qui ne peuvent tenir en place, la pratique n'est pas quelque chose de très simple. Cela demande un véritable effort, expérimenter, aller au-delà de nos habitudes, déconstruire nos pensées, nos comportements pour toucher, aller à notre être véritable. Ce n'est aucunement une pratique farfelue, me semble-t-il. Alors, voilà, c'est là où on en arrive à discuter aujourd'hui ensemble tous les deux. Qu'en est-il alors pour la psychanalyse et puis la pratique de la méditation? Est-ce que les deux choses sont proches? Est-ce qu'elles sont liées? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Qu'est-ce que ça modifie? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'écoute et au niveau de la parole, la présence au sein du cadre analytique? Qu'est-ce que ça peut conduire pour un psychanalyste de pratiquer la méditation comme toi, Franck? Alors Karine, merci beaucoup. Après les remerciements, je vais en fait tenter de positionner quelques petits éléments. Déjà, le premier, la spécificité française. On a la chance d'avoir eu en France le renouvellement de la psychanalyse à partir d'une relecture de Lacan, de Freud. Et il y a différents courants qui s'inscrivent après Freud. Mais quand je parle de la spécificité française, c'est qu'il y a beaucoup de travaux, même contemporains, où Lacan est étudié, travaillé. On a eu l'occasion d'organiser pendant la Covid beaucoup de Zoom avec des collègues en Suède qui arrivent par des parcours assez surprenants par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir du Lacan, par exemple, lié avec la poésie, avec les arts. Alors, dans les jalons, c'est une mise au travail, hein, c'est-à-dire que c'est un projet de course de fond, bien évidemment. Alors, il me semble important déjà de préciser qu'il existe un ouvrage traduit en français d'une psychanalyste anglaise qui est décédée et qui est morte en 1997, qui était née en 1917. Elle s'appelle Nina Coltart. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Bouddhisme et psychanalyse, puisque généralement, jusqu'à quelques années, la psychanalyse, non, la méditation était reliée avec ce qui est présenté parfois comme une religion, présenté parfois comme une philosophie, c'est-à-dire le bouddhisme. Alors d'aujourd'hui, la méditation, c'est une pratique qui est une pratique courante, qui fait partie de la subjectivité contemporaine. Donc le premier point qu'on pourrait se poser, c'est de se dire, effectivement, les psychanalystes, dans leur cabinet, sont face avec une subjectivité contemporaine. Pourquoi ne prendraient-ils pas en compte
effectivement, et de quelle manière. On en a entendu les échos, par exemple, à Sainte-Anne, puisque Christophe André, qui est présenté comme un des tenants du développement, et je parle de développement, presque je dirais développement personnel, de la méditation, s'inscrit dans des entretiens radiophoniques, un petit peu en porte-à-faux avec la psychanalyse. Et malheureusement, cette histoire de la méditation dans l'Hexagone, elle est un peu plus compliquée. Elle est un peu plus compliquée parce que cet ouvrage de Nina Coltart, c'est un ouvrage qui a été traduit par une personne qui lui aussi est un grand défenseur de la pratique de la méditation. Il vient du bouddhisme, il s'appelle Fabrice Midal. Par la plus grande curiosité, ce livre de Nina Coltart a été postfacé par Fabrice Midal. Tout ça pour dire, comme je vous ai dit, il s'agit d'associations libres, et je vais rappeler un petit peu le protocole. Karine a la possibilité de me couper quand elle le souhaitera. Ça, c'est un petit peu donc le deuxième temps, du premier, ma prise de parole, et dans un troisième temps, comme on l'a évoqué avec Jean, il s'agit d'un échange. Donc il n'y a pas quelque chose qui serait figé de ma part avec une théorie, bien que je vais amener un autre élément. Ça me permet à moi aussi de me mettre au travail, et pas simplement au cabinet, tranquillement en train de dormir et puis d'écouter mes analysantes ou mes analysants. J'ai l'air de dire dormir, non, il s'agit d'être réveillé. Réveillé, l'éveil. Souvent, il n'y a pas besoin d'avoir une grande connaissance sur le bouddhisme. Alors le bouddhisme, le zen, vous allez voir que je vais vous embarquer dans des chemins où il s'agit effectivement quand même de donner quelques postures par rapport à certaines impostures. L'imposture, la première, c'est que les liens hexagonaux sur psychanalyse et méditation, ils existent au-delà de Christophe André. Le premier, c'est Fabrice Midal. Fabrice Midal, dans les années 90, où c'était quelqu'un qui se positionnait, il continue à se positionner comme effectivement quelqu'un qui défend, qui pratique la méditation, et puis il se trouve que je suis membre de ce qui était au départ une école, l'école de méditation qui s'appelle maintenant Réseau. Alors je suis venu avec des documents, il n'y a pas que la parole, voilà. Donc pour les personnes que ça intéresse, voilà, etc. C'est une école qui regroupe plusieurs milliers de personnes, c'est 2000 personnes, voilà, ça s'appelle Réseau, il y a des stages, ce genre de choses. Donc chère Karine, si vous voulez faire un stage avec moi, je vous invite à venir. Tout ça pour dire que pratique. J'ai une pratique, effectivement, il m'arrive de faire du bénévolat dans le cours de ce genre de stage. Donc j'en connais quelque chose sur ce que raconte un petit peu ce Fabrice Midal qui convoque régulièrement Lacan. Alors là, c'est quand même un peu surprenant. Il l'a convoqué à la fin des années 90 parce que vous avez évoqué, Karine, la question du soin, la question de prendre soin de soi. Il s'agit effectivement d'aller mieux, ou de comment savoir y faire. Et c'est aussi un souci pour Fabrice Midal. Mais peut-être qu'il ne s'agit pas du même souci de soi, du développement personnel. Et je n'ai rien contre Christophe André. Il m'est arrivé de le rencontrer plusieurs fois. Et puis j'ai rencontré récemment sur les Champs-Élysées Mathieu Ricard. Voilà, et donc si je l'ai rencontré, c'est le destin, et je l'ai saisi parce que j'avais 2-3 questions à lui poser sur ses relations de méditation. Alors, méditation, Fabrice Midal, je suis venu avec pas mal de choses, c'est pour ça que j'ai dit, Karine, vous m'arrêtez, vous me coupez par rapport à mon blabla. Donc on va poser différentes choses. Je reviens à mon titre. Silence, espace, corps. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, ça fait directement référence à un texte de Vassili Kandinsky qui s'appelle « Point, ligne, plan ». Voilà, c'est comme ça que je l'ai entendu. Alors on va pas tisser les liens plus amplement, bien que toutes les personnes qui s'intéressent à Lacan, et dans moins d'un mois, il va y avoir une grande exposition à Pompidou-Metz sur les relations de Lacan avec l'art. Alors l'art de la méditation, l'art de la psychanalyse, l'art de la peinture, l'art de la musique, l'art de quoi l'art de pas grand-chose, il s'agit de pratique. Amateur, pas amateur, reconnu. Donc j'aimerais recentrer une chose en disant que ce soit méditation ou psychanalyse, je parle de pratique. Donc j'ai une pratique de la méditation et j'ai une pratique de la psychanalyse, ce qui ne veut pas dire que ça me donne plus de médailles en chocolat et que je me laisse pousser du col. Une autre référence qui était dans la petite présentation de cette journée, j'ai fait référence à une conférence de Jacques Lacan, la 3e, dans laquelle il parle de la Kundalini. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Kundalini? C'est New Age. Alors, d'un côté, la Kundalini, la méditation, pourquoi pas le marathon, tout ça est vrai en plus. On parle d'une forme de vérité, même si on n'en connaît pas grand-chose, mais un point de réel.
Et donc, dans ces liens, j'ai évoqué ce livre de Nina Coltart, qui me semble fondamental, parce qu'elle elle fait bien la différence. Elle dit qu'elle pratique la méditation, et sa pratique de la méditation n'a aucun rapport avec sa pratique d'analyste. C'est écrit noir sur blanc, hein. C'est un petit peu comme Lacan, qui, dans le séminaire 23, sur Joyce, dit Joyce était-il fou? Non. Hein, voilà, psychotique, pas psychotique, et nous avons des collègues depuis 30 ans qui continuent à épiloguer sur le sujet. Il ne s'agit pas de ça, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont tort, ça veut dire qu'on travaille différemment. En tout cas, moi, je travaille différemment, et ce rapport avec l'art et le rapport avec une pratique, il pose question. Alors, Kundalini, yoga et d'autres choses. J'évoquais Nina Coltart, hein, pour ceux qui auront envie de se poser la question de la lecture, parce qu'on peut aussi travailler avec la lecture. Il y a une personne avec laquelle j'échange depuis quelques années, qui a la particularité d'être... elle a été la présidente de la Fédération française de yoga. C'est Christiane Berthelet-Laurel, qui est psychanalyste de longue date, qui est psychanalyste lacanienne et qui a fait 3 ouvrages fondamentaux à travers sa lecture. Ce qu'on peut oser le mot de théorie, peut-être pas, mais en tout cas, qui a une lecture avec des ouvrages fondamentaux sur la relation du yoga avec ce qu'elle en a compris ou ce qu'elle a entendu de Jacques Lacan. Pourtant, quand elle reçoit des personnes, j'ai bien l'impression, et j'ai eu des rencontres, par exemple à l'école de méditation de Fabrice Midal qui s'appelle Réseau, d'une personne qui fait du yoga, qui a été en analyse avec elle. Quand Christiane Berthelet-Laurel reçoit des personnes, elle ne les met pas en position de lotus. Et donc, ils ne font pas des sirsasana. Donc, la tête en l'envers, pourquoi pas. Donc, de quelle manière on tisse des relations? Point Lindplant-Korninsky. Super, l'abstraction, spiritualité, etc. Il s'agit d'un rapport à l'espace. Ah, c'est marrant. Espace, c'est l'un des 3 mots. Silence, espace, corps. Donc voilà, on va tisser des petits points là-dessus. Donc il y a des ouvrages fondamentaux pour ceux qui s'intéresseraient par exemple à Lacan et le yoga. Je dis ça parce que Christiane, le milieu des communautés, des associations, des écoles ne l'invite pas. Parce qu'en fait, le yoga, on se dit, bon, pourquoi bon le yoga? Ou par exemple, c'est quoi ces histoires d'hypnose? Bon, on oublie quand même que Freud a fait de l'hypnose pendant très longtemps. Donc on liquide le problème. On a tout compris sur Lacan, on fait les perroquets, on s'est réunis en perroquet, et c'est très bien. C'est pas bien nouveau, on connaît l'histoire depuis les années 70, avant que Lacan décède. Donc ça me semblait important de citer déjà ces 2 ouvrages. Je vais pouvoir faire une bibliographie. N'hésitez pas, Karine, je suis fidèle à ma parole, mais pas comme les grands discours à Cuba. Donc je ne vais pas parler pendant 3-10 heures. On a fixé 1 heure, mais vous me coupez quand vous voulez. Il faudrait que je vous coupe entre le silence et l'espace et le temps. Le temps. Vous n'en avez pas parlé du temps? J'en ai pas encore parlé, mais vous m'avez mal entendu, parce que j'ai dit on s'est donné un temps. Voilà, on s'est donné 1 heure. Voilà. La pratique de la méditation, on peut s'allonger, c'est détendant, c'est super, c'est de la relaxation. C'est un peu plus compliqué. On se donne un temps. On se donne un temps de pause. Le pause, on est ici dans une salle de musique. La musique, elle n'est pas née effectivement avec Lacan. Bien que j'ai évoqué cette fameuse conférence, la 3e de Jacques Lacan, dans laquelle il parle de la Kundalini, et il parle d'un disque, d'un discours. Le discours il est rayé, le disque il est rayé, il revient toujours à la même place. Là ça commence à devenir intéressant, et je place sur la question du temps un autre ouvrage qui me semble fondamental, qui en apparence bien évidemment tout le monde a saisi, Je parle au mur, Jacques Lacan, Sainte-Anne, réponse indirecte à Georges Bataille. Réponse indirecte à Georges Bataille, qui est écrit après l'expérience intérieure, méthodologie de méditation en 1947. Alors, je ne vais pas vous dire, il y a des très bonnes thèses. Cet après-midi, Olivier Douville nous rejoindra et on verra de quelle manière l'échange entre nous se déploie. Mais il y a une très bonne thèse sur la question, effectivement, de la négation, Georges Bataille, acéphale. Donc, au-delà de la question d'une pratique, j'aimerais peut-être mettre en place, par exemple, le mot d'éthique et de quelle manière, pour soi, avec soi. Il y a un autre ouvrage qui me semble fondamental, qui critique ce rapport à la méditation, qui joue sur la question du soi. Voilà. Et donc, je pense, tout simplement, pour revenir au temps, il y a un temps historique, voilà, et puis il y a le temps qu'on se donne. Là, aujourd'hui, on se donne du temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Est-ce que ça veut dire qu'il faut des séances courtes ou des séances longues? J'en sais rien. Par contre, il y a un dispositif qui se met en place. Et ça, c'est important, le dispositif, la disposition.
Donc je ne vais pas faire de lien direct. Moi, je reçois des personnes, je ne leur demande pas de se mettre en méditation. C'est vrai que j'ai eu une pratique de yoga que je mets un petit peu à l'extérieur. J'ai beaucoup de pratiques corporelles. Alors la question du corps, on va y venir. Mais c'est le rapport du temps. Le temps logique, ma prise de parole, vos interventions et les interventions de toutes les personnes. Tour de ficelle, ficelle topologique, puisque Jean Charmois a évoqué encore, qui est quand même un séminaire à cheval sur cette période de Lacan, avec RSI et effectivement la troisième, qui me semble assez fondamentale. Donc l'histoire du temps, le temps de l'histoire, savoir se donner du temps. Alors sur la psychanalyse, c'est comme ça que je l'entends. Dans ma pratique de méditant également, puisque vous avez évoqué, on ne va pas dire qu'effectivement 17 marathons, quelques courses de montagne. Je ne rivaliserai pas par rapport à certaines personnes que Jean Charmois connaissent sur des grandes traversées, mais il y a une autre pratique, effectivement, de la méditation. Je vous ai dit, j'ai rencontré la méditation, et c'est vrai que le jeudi, c'est permis. J'ouvre une maison qui s'appelle la Maison de la Méditation à Paris et je donne la possibilité à des personnes de pratiquer en silence avec moi. Ce qui ne veut pas dire que je me considère comme formateur de méditation. Donc j'ouvre un espace entre des patients que je reçois, des cours que je donne, des autres activités dans Paris. Donc il y a un moment donné, on se dit, voilà, oui, moi j'ai fait tant d'années de psychanalyse. Oh, très bien, super. Ah, moi, j'ai fait tant d'années de méditation. Très bien. Moi, je pratique tous les jours. Je me lève tous les matins, je mets une bougie, je mets pas de bougie. Bon, moi, je sais que j'ai rencontré ce fameux Fabrice Midal que je suivais un petit peu parce qu'on s'intéresse à l'activité intellectuelle. Et donc, ce type parlait de poésie, effectivement, il parlait de méditation. Et puis, je suis tombé sur lui dans une exposition d'art contemporain. C'est marrant. Il était habillé de toutes les couleurs, peut-être dans la voie de cette transmission de la méditation qui part par Shogam Trungpa. Vous allez voir que j'ai l'air de m'égarer, mais pas tant que ça. Et puis il m'a dit, je viens de sortir un ouvrage sur la réception d'Heidegger au Japon. J'ai intéressant. Il m'a dit, je viens de monter une association, venez. J'y suis allé. Je me suis mis sur un coussin et j'ai commencé à pratiquer il y a plus d'une décennie. Voilà, j'en fais pas, il y a des médailles en chocolat. C'est une pratique qui est là. Après, de quelle manière celle-ci, sur la question du temps, oui, ça m'interroge. On a travaillé très tard. J'ai fini mon analyse en même temps que j'ai commencé à pratiquer la méditation. Je me suis vraiment posé cette question. De quelle manière, effectivement, pas de manière frontale, mais de quelle manière ma pratique, parce que la méditation, de quelle méditation on parle ? Il y a ça aussi. Il y a quand même des mots à mettre. Tout à l'heure, je disais, j'ai beaucoup de collègues, Joyce était-il fou, d'accord. Enfin, c'est comme Lacan dit, vous venez me voir, vous venez pas me voir, moi, c'est pas comme ça que vous allez écrire. Hein, venez, vous allez faire une analyse, donc comme ça, vous allez trouver votre voie, vous allez vraiment trouver un métier, une femme, un homme, un trans, je sais pas quoi. Moi, je sais pas. Je sais pas où il faut aller, dans quelle voie il faut aller. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut mettre de l'espace. Et de quel espace il s'agit, de quel temps il se passe. Et justement, par rapport à cet espace, est-ce que vous pensez pas que, comment ça s'est, oui, ça sera plus simple. Comment ça s'est organisé du coup ce passage relais ? Parce que moi, ça m'interroge et en même temps, ça m'interpelle de quitter la psychanalyse. Alors, on ne la quitte pas, je pense, en tout cas de ma place. Hein, c'est jamais fini, mais finalement, on quitte l'espace du cabinet d'un analyste et après, tu aurais pris le relais, ou la méditation a pris le relais, en tout cas dans ta pratique, sur une autre discipline, avec un travail peut-être d'immersion, je dirais, d'immersion en soi, qui est proche de la psychanalyse, au sens où on prend ce temps pour soi, à un moment donné. Et voilà, je me demandais justement comment... Est-ce qu'il y a un hasard ? Est-ce que tu as recherché un autre espace ? Comment s'est fait cette entrée justement dans la méditation en quittant l'espace de l'analyste ? Est-ce que c'était un relais pour toi Alors non, il n'y a pas du tout de transfert ou de translation. Hein, mais j'ai remarqué quand même qu'il y a ce temps.
Hein, il y a ce temps. Alors, est-ce qu'il faudrait que j'en parle à travers une passe là-dessus aussi, qu'est-ce que c'est que la passe donc, j'imagine que les gens qui vont nous regarder ou nous écouter, ils en ont déjà entendu quelque chose. Mais, encore une fois, Lacan, il est très précis sur la passe. Hein. Il y a 3 versions de la proposition de 67. Une version orale, 2 versions écrites différemment. Mais il y a quand même un point sur lequel il est très précis. Il disait « Lisez Jean Paulhan ». Hein, le guerrier appliqué. Je peux vous garantir que tous les collègues psychanalystes depuis 67, tout le monde a lu le guerrier appliqué, tout le monde est un guerrier appliqué. C'est marrant parce que la question du guerrier, par exemple, Shogam Trungpa, il y a 2 voies de l'introduction de la méditation en Occident. Il y en a un qui passe par le Tibet et l'autre qui passe par le Japon. La première, avec le Tibet, Shogam Trungpa passe par l'Inde, arrive en Angleterre. C'est un bouddhiste qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la folle sagesse, mais enfin plus sérieusement, ce monsieur va rentrer dans un magasin de farce et attrape en bagnole. Il a un accident, il rentre dans un magasin de farce et attrape, ça change toute sa philosophie de pensée, il intervient aux États-Unis, et aux États-Unis il va développer la méditation, et lui, aux États-Unis, il parle de guerrier. Ça va même aller très loin dans son délire. Hein. Il va s'habiller en militaire, fantaisiste, ça va très très loin, l'impulsion de Shogam Trungpa. Alors, vous allez dire qu'on est boomerang, grand bondissement, spirale, mais à l'heure d'aujourd'hui, les fameux Christophe André, les pratiques de MBSR, que moi je trouve très sympathiques, hein, je rencontre souvent des choses, voilà, donc je me sens pas du tout en concurrence en tant qu'analyste, et je me sens pas du tout en concurrence. Moi j'ai des personnes que je renvoie, je dis, je pense que tu devrais aller voir ou vous devriez aller voir un hypnothérapeute. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je sois passé d'analysant à analyste, c'est la même chose. Hein, la question du dispositif. Alors, on ne va pas parler de tout aujourd'hui. Moi, dans les gens que j'aimerais bien rencontrer, on lui court après, c'est Giorgio Agamben, qui a écrit un livre fondateur sur, effectivement, la question du dispositif. Agamben, on sait qu'effectivement, il court un peu après les lacaniens. Mais son dernier livre s'appelle Karman. Avec un lien sur le bouddhisme. Et puis Agamben, on l'oublie, mais en 1967, à la même époque, un petit peu avant que Lacan propose la passe, il est au séminaire du Thor avec un poète et puis avec Heidegger. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la choucroute ? La choucroute, c'est simplement que quand on lit par exemple un des témoignages sur ce que pouvait être Lacan, parce que moi Lacan je l'ai pas connu, hein, donc je fais pas ce que je peux le connaître à travers ses écrits. Mais par contre ce qui est sûr, c'est qu'on connaît par exemple Catherine Millot. Catherine Millot, elle dit, tiens, elle raconte comment Lacan a tenu absolument à aller voir Heidegger. Hein, et puis elle raconte aussi comment il est allé avec ses petits ronds de ficelle. Alors moi, j'ai pas beaucoup de ficelles, mais on va... oui, on n'est pas à la moitié. Donc, comme on n'est pas à la moitié, mais je tenais quand même... Je suis venu avec plein de petites choses. Karine, je tiens à vous offrir Habiter mon corps, guide de méditation de Fabrice Midal et Clément Cornet. Ça, c'est mon cadeau pour avoir accepté. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est important, le don et l'échange. Alors là, quand je ouvre la maison de la méditation, en plus, je ne fais pas de pratique guidée, il y a quelque chose qui est partagé, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du don. Hein. Il y a quelque chose qui est l'ordre, effectivement, d'une offre, et aussi de quelque chose qui passe par l'amour. Alors, on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Je rajoute un 3e ou un 4e livre qui me semble assez fondamental à lire. Bouddhisme et psychanalyse. Début des années 70. Voilà, il y a 3 personnes. Il y a Erich Fromm, psychiatre, psychanalyste, qui part de la vieille Europe pour sauver sa peau, arrive aux États-Unis. Erich Fromm, réédité dans son ouvrage L'art d'aimer, dans lequel, l'air de rien, en introduction, est cité un mystique. Hein, tiens, c'est bizarre. Réédité parce qu'épuisé en France depuis 15 ou 20 ans par Fabrice Midal, qui s'intéresse aussi bizarrement aussi à la question des mystiques, au pur amour, à la question de l'oraison de Madame Guyon. Alors dans mes multiples activités, vous savez que j'ai organisé deux rencontres autour de la question des mystiques, j'ai organisé des choses au couvent de la Tourette chez les Dominicains à côté de Lyon. Donc je vous ai offert ce cadeau, ça c'est pour vous remercier, parce que c'est peut-être pour revenir au corps. Oui. Alors, pour revenir au corps, et justement par rapport à ce cadeau, moi je reprends ce que tu dis sur la question de l'habiter. Habiter son corps.
comment ça résonne pour un méditant et un psychanalyste aussi, mais comment se fait la question, alors je rebondirai sur l'apprentissage de la méditation, mais la question de la transmission. J'ai envie de faire un relais, alors je vais dans mon sens à moi. C'est pour ça que je t'ai invité, hein. J'ai pas pour que tu ailles dans le sens du poil, au contraire, c'est que tu... Voilà, en fait... vas-y. Sur la similitude, alors moi je vais chercher... ma pensée aujourd'hui, c'était de chercher la similitude entre la psychanalyse et la méditation. Du côté, du coup, transmission et l'habiter son corps, et la question de l'amour vis-à-vis du corps aussi. Généralement, on se fait une idée. Ah, tu sais, moi je suis allé voir machin, c'est super, c'est la meilleure psychanalyste, enfin je vais pouvoir bosser, j'en change parce que ça va pas, et puis je rechange. Pareil pour la pratique de la méditation, bonjour, j'ai fait une retraite, j'ai fait Vipassana, j'ai fait ceci, etc. etc. Et puis, un point de réel, on a parlé de pratique, il y a juste une pratique. Hein, il n'y a pas des recommandations. Alors, j'ai évoqué cette histoire d'oraison de la prière. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre dans un état particulier. Il faut surtout revenir à un réel. Un réel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, si vous avez envie de faire de la relaxation, il y a des canapés, c'est parfait, on s'allonge, on peut mettre une petite série Netflix, on peut même regarder la série Netflix sur Freud, comme ça on fait lien, relaxation, retour à Freud, et puis aussi on peut se décider de retrouver une forme de dignité. C'est-à-dire que dans la pratique traditionnelle, qu'elle passe par la voie tibétaine ou la voie du Japon, puisque j'ai évoqué Erich Fromm début 70, c'est très à la mode, il y a Erich Fromm, un deuxième psychanalyste, et il y a aussi Suzuki. Suzuki, c'est l'autre voie japonaise. Il y a de fortes chances que l'art moderne et contemporain, sans la rencontre avec Suzuki, plus directement avec John Cage, n'aurait pas pu se passer. Et donc, il s'agit de pratique. On se pose. Se poser, ça ne veut pas dire j'ai coupé mon téléphone portable. Se poser, ça veut dire c'est pas simplement je viens filer un peu d'argent ou pas beaucoup d'argent et puis je me pose et puis je sors mon blabla et puis je repars. Je vais me confesser. Hein, et puis je vais faire ma petite prière parce que j'étais vraiment très méchant et puis tout va bien. Je vais voir mon analyste, j'ai passé 2 fois, 3 fois, c'est bien, puis après je continue mes conneries. Donc ça pointe la question de l'engagement, non ? Si je peux rebondir là-dessus. Ça porte la question de quelle manière, effectivement, pour la psychanalyse, un rapport à deux. Donc quand je t'ai proposé aussi, c'est pas pour rien, voilà. La méditation n'est pas... complémentaire ou ne repose pas, voilà, ou le yoga, ce genre de choses, hein, c'est totalement différent. Par contre, ce qui est sûr, vous avez placé cette petite chose, au-delà de l'aspect mode ou subjectivité contemporaine, Netflix, d'autres choses, la méditation est possible, une réelle réponse pour le monde contemporain face à effectivement cette hyperactivité, c'est une réponse possible. Ce n'est pas la seule. Lorsqu'il y a des stages ou lorsque Fabrice Midal, ou même dans ses conférences, il dit si ça ne va pas, vous devriez peut-être aller consulter. Hein, et puis vous devriez peut-être aller consulter des gens proches de Lacan. Pas beaucoup de collègues qui ont entendu ça. Bah oui, déjà, il faudrait déjà l'écouter, et puis il faudrait déjà venir, hein, plutôt que de dire Christophe André, c'est nul, machin, etc. Donc il y a aussi un engagement, et puis un engagement corporel. Dans ma pratique d'analyste, là, on rentre dans le dur. Pendant quelques années, sur une plateforme de prise de rendez-vous, était spécifié effectivement pratique le marathon et la méditation. Ça m'est arrivé qu'il y ait des personnes sur ce signifiant-là sont venues me trouver. Très bien, moi je... Et alors, très bien. Jean Charmoy a évoqué la question de la jouissance, donc ce matin on va commencer un petit peu doucement là-dessus, mais la 3e de Jacques Lacan à Rome, qui est cette 3e conférence, dont ça sera les 50 ans l'année prochaine, enregistrée par notre ami Patrick Vallas, collègue et ami, qui d'ailleurs, sur l'histoire de la transmission, sans lui, je ne serais pas analyste. Parce qu'à un moment donné, il m'a tendu la main ou il m'a proposé quelque chose. Donc là, on n'est pas dans la théorie, hein, on est aussi dans la pratique. Le jeudi, quand je dis vous pouvez venir pratiquer, on ouvre une salle. Quand aujourd'hui on dit vous pouvez venir nous rejoindre ou vous pouvez venir avec nous, il y a une prise de risque.
Effectivement, on ne va pas faire référence à un grand philosophe allemand là-dessus, mais... Est-ce que c'est pas la question de toute rencontre, finalement, la prise de risque? Alors, c'est là où la question de l'histoire de l'art, elle est importante, la rencontre. Moi, j'ai plusieurs rencontres. Actuellement, je prépare un texte avec les deux Jacques. Ça chute. Avec les deux Jacques. Jacques Lacan, Jacques Polieri. Alors, qui étaient Jacques Polieri? Pourquoi je vous parle de ça? De se rendre compte, il ne peut rien exister. Il s'agit d'une rencontre avec une pratique qui vous parle. Et pareil pour la psychanalyse. J'ai rencontré le bon ou la bonne psychanalyse. Il n'y a pas de bon ou mauvais. Il y a quelqu'un qui joue son rôle. Alors là, moi, je suis totalement lacanien. J'ai des discussions avec d'autres voix. Mais la question du petit A, pour moi, elle est quand même super importante, l'objet petit A. Mais ça me permet de placer des petites choses. La rencontre, moi j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Jacques Polieri, scénographe. Mon dernier jeu, je porte un petit badge ici, c'était la date anniversaire 1983-2023. C'est quelqu'un qui a révolutionné les dispositifs scénographiques, qui a écouté Artaud. Il était en 47 au Vieux-Colombier. On parle de transmission, moi j'ai fait Ding Dong. C'était quoi la conférence d'Artaud? Il n'y a pas grand monde. Donc il faut aller chercher, il faut aller à la rencontre. Alors pour les psychanalystes lacaniens qui n'ont pas connu Lacan, qu'est-ce qu'ils vont faire sur leur petit papa? Je glisse ça aussi pour la question du nom du père. On est dans tout ça. C'est super, la subjectivité contemporaine. Donc on explose la famille ou on revient. Moi, je sais pas. Je ne sais rien. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a eu un avant, un après. Ça, c'est certain. Et cet avant et cet après, il est dans un autre rapport au monde. Et cet autre rapport au monde ne m'enlève pas... là, ce matin, je suis super fatigué, mais en fait, j'ai décidé d'être très zen. Donc, on est zen, on est super cool. Je fais une psychanalyse, c'est super. C'est marrant, mais la transmission de faiblesse midale, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et pareil, je connais la scénographie, je connais Kandinsky. Quand j'ai dit je connais, j'ai vu une reproduction dans un livre. Ou encore mieux, j'ai vu où je connais tout sur tout. Je connais rien du tout. Alors, je rajoute des petites choses. La voie de la contemplation, la non-action. Ça devient beaucoup plus intéressant, mais là, c'est pas 1 heure qu'il nous faut. Là, il faut commencer à se mettre au travail. On peut se mettre au travail. Moi, par exemple, la pratique de la méditation, c'est vrai que, par exemple, j'ai fait plusieurs retraites. Retraite en solitaire, 7 jours, 10 jours, tout seul. Lever 5 heures du matin, 8 à 10 heures de pratique de méditation tous les jours. Voilà, c'est pas, je rencontre des personnes, je leur dis pas, vous savez, moi j'ai fait tel truc, mais j'aurais pu, c'est marqué nulle part, j'ai pas de diplôme et j'ai pas de stage. Donc la rencontre avec ce fameux Jacques Polieri, il rencontre, il écoute Artaud, il se pose la question du dispositif, il s'intéresse à différentes disciplines. C'est quand même curieux parce qu'elle va faire une tranche d'analyse avec quelqu'un qui s'appelle Jacques Lacan, rue de Lille. On en a beaucoup parlé, moi, quand j'ai commencé mon analyse. On en a beaucoup parlé ensemble. Il m'a dit, voilà. D'ailleurs, dans tous ces grands entretiens jusque dans les années 70, il convoque la psychanalyse. Alors, il y a des personnes qui nous ont quittés, il fallait peut-être les saisir. Moi, Gérard Pommier fait plusieurs présentations de ses bouquins. Ça me permet de passer quand même 2-3 petites choses, puisque c'est enregistré. Jacques Polieri, qui c'est que ce type-là? Il a plusieurs livres fondamentaux, dont celui-ci s'appelle Jeux de communication. Il ne s'agit pas de communication au sens McLuhan. Il s'agit peut-être d'autres communications. Tout n'est pas dit. Je me suis permis juste, parce que je suis venu quand même avec des documents, je ne peux pas parler tout le temps, il faut quand même que je sois un peu sérieux scientifiquement. Donc Jacques Polieri, dans cet ouvrage, c'est les notes préparatoires de Sonorité jaune. Donc sonorité jaune, c'est quand même les textes de Kandinsky. Il y a plusieurs sonorités. Sonorité verte, sonorité noire. Jacques Polieri, c'est quand même le seul au monde qui fait en 1976 la mise en scène avec l'autorisation de Nina Kandinsky, qu'il connaît bien puisque c'est lui qui l'a vu pour la dernière fois en vie en Suisse, de sonorité jaune.
Et donc, ça, c'est les notes préparatoires. C'est complètement anecdotique, hein, puisque de toute manière, tous nos collègues, tous les psychanalystes lacaniens, ils connaissent tout sur tout. Joyce, c'est parfait. Artaud, c'est parfait. Et moi, je suis enchanté que Pompidou-Metz, ça sera parfait. Le petit badge que je présente, hein, parce que j'ai pas fini, il faut quand même que je donne les ficelles. Donc, Jacques Poliry, en 1983, fait une conférence entre New York, Tokyo et Cannes. Dans le programme des interfaces homme-machine qu'il présente, il y a des choses liées avec le MIT, il y a un retour avec le théâtre no japonais, et puis surtout, comme on le voit sur le badge, hein, il y a écrit Lacan derrière lui. Hein, c'est quand même bizarre, hein, c'est quand même assez bizarre, mais c'est pas du tout anecdotique, parce que... Je te coupe, mais oui. les points d'interconnexion entre Jacques Lacan et Polieri, justement, par rapport à ça Ils sont assez simples. Moi, je pourrais dire les deux Jacques. Les deux Jacques. Voilà. Après, il y en a un autre, c'est la question de la topologie du dispositif. C'est un texte que je prépare avec l'idée de mettre en avant deux schémas. Hein, voilà. Donc je ne vais pas vous parler des parties topologie de Jacques Poliry, puis je ne vais pas faire sa promotion, mais juste, ça c'est assez fascinant. Je vous lis juste un petit passage, vous allez vite comprendre. Donc c'est les notes préparatoires de Sonorité Jeune. Il a mis 40 ans sur la question du marathon. Lui ne pratiquait pas du tout de sport, mais sur la question de la durée, ça il savait faire. Jacques Poliry, c'est simple, hein, il assiste à la conférence d'Artaud au Vieux-Colombien en 1947, il est acteur, Tardieu va écrire pour lui, Ionesco va écrire pour lui, Beckett va écrire pour lui. Ça, c'est l'aspect, je dirais, littéraire. C'est le seul qui va faire le Mallarmé, le livre de Mallarmé. Ça, c'est l'aspect, effectivement, des mots. Et puis de la révolution également de l'abstraction. Miro, Kandinsky, Harpe. Et puis l'intervention ou l'intégration de la technologie. Donc dans son travail de texte par rapport à Sonorité Jeune, il écrit « Il est évident que tous les thèmes de mon œuvre, qui se sont diversifiés dans le temps, correspondent à une maturation intérieure, à l'élaboration d'une forme personnelle, qui nous expliquera le mystère du développement thématique des formes et la nature du lien qui existe entre cette croissance organique et la construction psychique du créateur. » Oh, pas mal, hein, dire, ce type, un peu pour l'époque, voilà. Si je rajoute qu'il a fait une tranche d'analyse chez Lacan, c'est un peu plus costaud. Mais là, ce que je viens de vous lire, c'est qu'il y a une note. Alors là, ça devient beaucoup plus drôle. La note. Au 17e congrès de l'école freudienne à Paris, juillet 1978, date très importante en 78, parce que en 78, il y a des histoires de morts. On en a parlé de suicide hier, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas tout dire, hein, mais la question du mystère, voilà. Hein, le rituel, moi je parle de dispositif, la question de scénographie, dispositif, topologie. Alors, au 17e congrès de l'école freudienne à Paris, en juillet 1978, dont le propos était la transmission de la psychanalyse. On ne s'était pas mis raccord, hein, Karine, mais je sais que nous avons des connexions. Vous m'avez parlé de transmission. Plusieurs textes abordant le problème et proposent des remarques. C'est le cas notamment de remarques sur la figurabilité, communication de Gérard Pommier. Le plaisir des plaisirs à la représentation d'un objet, vocal, scopique, etc., serait lié à la forme. Donc là, il y a quelques petites notes un peu ésotériques, comme s'il s'agissait d'un prédicat lié à la connaissance. Égale facilité de juger, purement subjective, se trouve liée à la figurativité, qui n'est pas prétexte, mais texte seul possible. La forme, ce qui est figuré, figurabilité, principe de plaisir, négation maternelle, prohibition de l'inceste, du phallus, dimension imaginaire. Je peux vous garantir que même ça, moi, ça fait à peu près 40 ans. Donc si on peut organiser une journée entre nous grâce à Jean Charmoy et que je peux placer ça, c'est pas mal. Alors je rajoute aussi quelque chose qui faisait sourire pas mal de gens, mais que j'ai retrouvé dans des grandes thèses d'architecture, c'est la question de la zérographie. Alors vous m'avez posé une question, et c'est une question aussi qui fait écho à quelque chose lié chez Lacan qui m'interroge, non pas dans le dispositif réel, mais le dispositif symbolique des schémas, c'est de quelle manière la question du symptôme, elle se déplace. Moi, pendant très longtemps, je me disais, je fais de la zérographie. C'est très drôle, ça n'existe pas, hein, voilà. Mais zéro et graphie. Hein, et donc, il s'agit de quelle manière on réduit les choses, on les met à zéro ou il y a un compte à rebours. Et donc, de quelle manière, effectivement, il ne s'agit pas d'intervenir en chirurgien, de couper. Hein, il ne s'agit pas d'aller trifouiller. C'est très bien, les gens qui font de la mécanique, il y a des analystes qui sont chirurgiens. Et il ne s'agit pas d'être zen. Il s'agit de pouvoir rentrer et de pouvoir mettre de l'espace, donc une dimension d'écoute. Mais de quelle écoute ? Bonjour, 3615, d'une écoute qui passe par le silence, mais un silence qui n'est pas simplement « je me tais ».
Non. Un silence plein. L'art de cette terre, c'est pareil. C'est un ouvrage de méthodologie de l'abbé Grégoire que je vous conseille. Il ne s'agit pas de se taire au sens de se taire. Il s'agit d'un silence, un silence habité. Donc moi, lorsque je reçois, mais on ne parle pas de ça, lorsque je pratique, je vous avais donné cette petite ficelle hier soir, lorsque je pratique, simplement, je suis mal réveillé, je me sens pas bien, la femme que j'aime m'a quitté, j'ai des emmerdes à la banque, mais lorsque je pratique, ok, c'est là. C'est là. C'est là, mais ça n'a pas ça a du poids. Ça me laisse au sens que ça me traverse, ça m'habite et ça me stabilise si je suis capable de mettre de l'espace. Ça ne veut pas dire l'espace, je mets à côté. Et l'espace, effectivement, à un moment donné, quand je pratique, c'est simplement, plutôt que de fermer les yeux, ou par exemple dans le dispositif classique depuis Freud à Vienne, sur cette histoire du regard, il ne s'agit pas simplement de ne pas regarder l'analysant, il s'agit qu'à un moment donné, on est face à quelque chose, il y a des éléments qui nous traversent, et alors là, on peut peut-être aussi avancer quelques points. On en reviendrait quand même sur la question de la défense. Est-ce que c'est pas être défensif selon les positions qu'on peut avoir? Moi, je dirais offensif au sens du guerrier. Un guerrier qui est un guerrier, c'est pas je suis en guerre avec moi-même, je suis en guerre avec le monde. J'ai une éthique. La voie du guerrier, l'art chevaleresque. La responsabilité. Savoir y faire, pour faire un peu plus lacanien, savoir y faire. Je réfléchis en même temps parce que j'essaye de placer toutes les petites choses que je voulais placer. Savoir y faire, mais surtout ça, c'est une cloche qui m'a été donnée par Michel Thomé. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est qu'on aurait pu aussi faire une pratique. On aurait pu faire une pratique. J'aurais pu vous sensibiliser, qu'on aurait pu faire un cours de psychanalyse. Ça ne se transmet pas comme ça. Et la pratique, très rapidement, lorsque j'ai rencontré la méditation, j'ai inscrit la pratique au quotidien. Ce qui pour beaucoup de personnes est difficile parce que à quel moment il faut que je fasse? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? En fait, c'est quelque chose qui vous travaille. C'est comme dans la pratique d'analyste, ça ne s'arrête pas quand la personne ferme la porte. Et puis surtout, ça ne commence pas non plus quand elle ouvre la porte. Ça commence quand moi je suis en position d'analyste et donc qu'elle ouvre ou qu'elle ferme la porte. Par contre, la manière où moi je vais être posé, non pas... Posé ou disposé? Dispositif. La question du dispositif, c'est pas de la décoration. Je suis rasé, pas rasé, je suis fatigué, pas fatigué. Il y a un point de réel et de vérité. Voilà. Et ça, moi j'ai une pratique... Notre réel et notre vérité. Oui, et autre avec un grand A ou un petit A. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne triche pas. On ne triche pas, et moi j'ai plutôt une pratique en libéral parce que je suis un pur produit du dispositif analytique, et puis on connaît la situation dans les institutions. Si tu sais pas ce que tu fous là, tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher. On peut intervenir bientôt. Il me reste encore 2 minutes. Il nous reste 10 minutes. J'ai l'horaire, Jean. Bien sûr. Juste là-dessus, dans ma pratique, et alors, par exemple, je pourrais dire pratique du marathon, autre chose, parce que c'est corporel. Alors on sait bien que la question du corps, elle n'est pas obligatoirement chez Lacan à ce niveau-là. Pourquoi j'ai été vous citer Jacques Poliry? C'est qu'en fait, il n'est pas décorateur. Lui, qu'est-ce qui l'intéresse et qu'est-ce qu'il y a dans le texte de Kandinsky? Effectivement, il y a un dispositif, il y a une expérience, il y a un rapport aux formes, il y a un rapport aussi aux mots. Et là, c'est plus tout à fait pareil. De quelle expérience on parle? L'expérience intérieure. Ah, tiens, c'est marrant. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de mise en forme, transformation? Alors,
Paul Hiry avait une formule qui s'appelait la naissance de la forme, voilà, ou de la reformulation. Donc là, en plus, vous avez accepté, Karine, même si on a travaillé très tard, de commencer. Moi, je pose des jalons sur des choses qui me passionnent depuis pas mal d'années. On comprend mieux, effectivement, quand on organise quelque chose au Solchoir, c'est pas du tout anecdotique. En dessous, il y a les archives de Foucault. Sur la question du prendre soin de soi, Foucault, il relie directement, effectivement, pas tout à fait directement chez les mystiques, mais un petit peu. Et donc, soit on se la raconte, et puis on fait une thèse, on fait un bouquin, c'est super. Ça nous fait une belle jambe. Soit on participe, et je le fais aussi à des séminaires, des écoles, etc. D'ailleurs, l'école de Fabrice Midal ne s'appelle plus école, elle s'appelle réseau. L'idée, pour nous, c'est de quelle manière ça... Voilà, hein, c'est viral. C'est viral. Effectivement, il nous reste 1 minute avant qu'on puisse non pas finir cette séance, parce que c'est des jalons aussi, je pense, qui vont résonner. J'aimerais quand même... J'avais prévu 2-3 petites choses. Il y a ça aussi. Il y a cette idée, au fait, on ne l'entendra pas. On ne l'entendra pas. On ne l'entendra pas, l'enregistrement, on va l'enregistrer, mais... Ah oui, c'est pour ça. Il me semble important de vous faire écouter un extrait de la 3e. Alors c'est vrai que je le dis en même temps, c'est dans la salle. Vous allez comprendre pourquoi je le fais. Premièrement, c'est parce que ça sera les 50 ans l'année prochaine, la 3e. Et en fait, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose comme ça. En fait, vous entendez qui ? Il y a soit la possibilité de se dire je me la raconte, donc je me prends pour Jacques Lacan, ou soit d'un seul coup tout est brouillé. Le silence, en fait, quand on l'entend sur John Cage, il ne s'appelle pas du silence où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son. Et c'est une ouverture à l'espace. Et donc, d'un seul coup, de quelle manière, effectivement, je peux effectivement prendre en compte ce qui me traverse. Et ce qui me traverse, ça peut être la température de la pièce, ça peut, si j'ai mal dormi, etc. Et ça, analyse, ça marche exactement de la même manière. Voilà. Donc, il semblait important de dire que le message, il est brouillé, il est totalement brouillé. Et puis, peut-être que si on fait cette journée, je vous lis un petit extrait. Ce point aveugle que j'essaie de cerner. Lacan ne s'y trompait pas, disant à propos de Françoise Dolto qu'une voix divine s'était fait entendre dans sa bouche. Pas mal, hein ? Sur la topologie, comme disait Pierre Seury, quand on parle, on fait de la topologie. Ouais, c'est quand même un peu plus sympathique. Hein, de quelle est cette pratique ? Pas simplement, je me balade avec des ronds de ficelle ou pas de ficelle. Authentique et rigoureux savoir. L'épreuve psychanalytique s'oppose en réalité à la psychologie sous ses diverses formes, aussi bien comme théorie du moi que dans sa prétendue visée scientifique. Lacan engagea, surtout à partir de 1953, un immense combat pour libérer l'apport de Freud d'un conformisme de la visée, barbarisme de la doctrine, régression achevée à un psychologisme pur et simple. Son retour au fondateur s'est voulu une tentative pour préserver la psychanalyse du discours envahissant de la psychologie. Ce qui ne veut pas dire qu'on est contre nos collègues de psychologues. Et puis vous êtes aussi psychologue, Karine, j'ai rien contre vous, bien au contraire, j'aime quand vous êtes proche de moi. Donc. Il œuvra ainsi à sauvegarder le décisif décentrement du sujet, décentrement, désubjectivation. Ça c'est moi qui rajoute en parenthèse le texte que je suis en train de vous lire, rendant toute maîtrise conceptuelle impossible. Tout désengagement pour une prétendue objectivité et neutralité absurde. Moi, j'ai une pratique, voilà... C'est bizarre, ça fait 8 ans que je suis à mon psychanalyste, il se passe toujours rien. Ok, bah si, il doit y avoir des résultats. Hein, en 1953, comme aujourd'hui, remarque Maurice Pinguet, blablabla, blablabla, blablabla. Et là, ça devient drôle parce que ce que je suis en train de vous lire, c'est quelque chose qui date des années 90, je vous dirais qu'il a écrit. Le développement du coaching est l'un des nouveaux visages que présente cette idéologie psychologique aujourd'hui dominante. Lacan dénonce dans tous ses textes ses approches lorsqu'elles reposent sur la conviction de l'existence d'un ego autonome, conviction que le bouddhisme ne cesse pour sa part de répéter comme fautive. Cette conviction dépasse, écrit-il, la naïveté intellectuelle du sujet qui croit en soi, de quel soin il s'agit, qui croit qu'il est, lui, folie assez commune et qui n'est pas une complète folie, car cela fait partie de l'ordre des croyances. Évidemment, nous avons tous tendance à croire que nous sommes nous, mais nous n'en sommes pas si sûrs que ça. Regardez-y bien près. Préserver un tel doute est une tâche difficile et pourtant salutaire. Il ne s'agit pas d'un collègue de psychanalyste, il s'agit simplement de Fabrice Midal qui, après avoir prêché et avoir beaucoup d'échanges, s'est dit, si la psychanalyse dans l'Hexagone et si les psychanalystes ne s'intéressent pas à ça, qui reste discuter avec Christophe André et qui se bataille pour savoir qui est en poste ou pas dans les institutions. En attendant,
c'est une réalité, et si on peut repositionner ces choses-là, c'est pas mal. Et je ne le fais pas parce que je suis redevable de Fabrice Mierel. Je dis simplement, on peut aussi prendre le temps de redonner quelques points et de mettre aussi des mots sur les mots. Voilà, et donc je crois que Jean, le troisième temps de la troisième mi-temps, toi tu es plutôt ballon rond, moi je suis plutôt ballon ovale, mais donc sur la troisième mi-temps, il s'agit de se nouer et d'échanger. Et puis avec cette matinée, ça ouvre, Karine. Sauf si, Karine, vous aviez quelque chose à me dire, une remarque, une critique. Non, alors peut-être que moi, je suis quand même de formation freudienne à la base, hein, avec une analyse auprès d'une analyste lacanienne, c'est quand même assez particulier, mais du coup ça m'a ouvert un autre espace aussi, je pense, de pensée. Donc, mon orientation me pousse quand même à t'interroger du côté de la création. La créativité de la création, et est-ce que la méditation n'est pas aussi une forme de créativité, dans la pratique en elle-même? Si vous venez à la maison de la méditation, dans la première salle où on enlève ses chaussures, il y a des photos de personnes, il y a des compositeurs, il y a des philosophes, et puis dans la deuxième salle, il y a des reproductions des originaux, et ce n'est pas du tout décoratif ni illustratif. Hein. Donc moi j'en reviens à ce lien de la question de Jean, vous nous avions mis en direct. Ok, donc là il faut que ce soit sérieux. Donc chers collègues, je vous vois puisqu'on était en direct. Donc déjà pour moi Lacan il est freudien, ça c'est très clair, ça c'est certain. Après c'est un petit peu plus compliqué, hein. Il va voir Jung. Pour moi la grande question qui m'interroge le plus, c'est est-ce que les gens d'Acéphale, le groupe fondé par Georges Bataille, étaient chez Jacques Lacan ou pas. Vous connaissez ce texte dans Minotaure. En plus, ça parle à Jean parce que pour différentes raisons, puisque j'ai la chance de pouvoir partager. Jean m'offre la possibilité, il me fait confiance de pouvoir louer son espace de son cabinet à Paris. C'est aussi une réalité du monde dans lequel on est. Comme quand j'ouvre la maison de la méditation, on ouvre un espace. Il y a l'espace dont on parlait tout à l'heure. Puis il y a ces espaces concrets, ces espaces concrets, ce dont sur la création. Alors, performance, performativité, c'est-à-dire, là je vais vous répondre, pas qu'à toi, hein, quand je dis vais vous répondre, moi j'en sais rien, combien de temps ça va durer. Ce que je sais, c'est qu'on va mettre un truc en place. Mais est-ce que du coup, je rebondis sur la question de l'espace, et je pense à ce que tu évoquais du côté des logiques actuelles complètement technocrates, je dirais, où du coup... on a vraiment quelque chose de désubjectivant. Est-ce que justement tous ces espaces ne sont pas des méta-espaces de symbolisation où justement on a la rencontre avec les uns et les autres et qu'à partir de ce partage finalement, comme on peut avoir dans un cabinet quelque chose de plus intime, une rencontre à deux individus, on a à travers la méditation dans les espaces partagés de l'être ensemble du groupe qui pourrait être quelque chose du coup de transformatif, j'en reviens sur la question de la transformation, mais transformatif et qui nous permettent de tenir justement du côté de... Alors tenir avec le corps quand on souffle sur un tapis, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien thérapeutique. Thérapeutique au sens... ça a des effets, mais il n'y a pas de lien thérapeutique. Là, ça demanderait trop de temps pour peaufiner. Mais ce qui est très important, c'est que tu rajoutes le lien à deux. Et la psychanalyse, quelle que soit sa formation, mais d'ailleurs, ce qu'il y a transmission, ce qu'il y a formation, donc là-dessus, moi, ce lien à deux, il me semble fondamental. Et ce lien à deux, quand on le conçoit comme un dispositif qui n'est pas performatif au sens d'une attente, voilà. Il y a la volonté, effectivement, pour moi j'ai toujours cette formule, que les personnes se tirent le plus rapidement possible, qui ne se tirent pas une balle, ça c'est important, mais pourquoi on irait voir quelqu'un pour le payer, je veux dire, alors dans le monde dans lequel on est, ça peut faire tenir, bien évidemment, mais il y a cette croyance quand même qui est de se dire, oui, tu as le droit, tu peux, tu as une forme de dignité, d'humanité. Et la pratique de la méditation, elle est un peu là. C'est pas du bien. C'est bien, tu vas faire ça, tu vas sortir, tu vas te purifier. Moi, on peut parler du pur amour, mais c'est pas la même pureté. C'est le bras, c'est le genre de choses. Donc il y a cette possibilité de donner une dimension. Voilà. Allons-y, l'espace du cœur.
Hein. Et donc la créativité, oui, la créativité c'est super. Moi, je serais un des premiers à aller à Pompidou-Metz. D'ailleurs, on n'est pas dans l'exposition, bon, on s'en fiche. J'ai d'ailleurs interviewé le week-end dernier un des commissaires qui me dit, c'est vrai, nous on fait un blockbuster, hein, un grand film hollywoodien. Très bien. Il m'a dit, vous, ce que vous faites là, je ne comprends pas trop, mais il se passe quelque chose. Ah oui, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose parce que c'est pas ça qu'on fait. Hein. Et quand Lacan, à un moment donné, parle de ses œuvres d'art, hein, et voilà, il en parle de quel biais, de où. Il ne les utilise pas comme illustration. Il en parle déjà en tant que psychanalyste, et donc de psychanalysant. Non, c'est important cette formule de Lacan à un moment donné, de psychanalysant. Hein, donc c'est la psychanalyse qui le travaille, c'est au travail, c'est le dispositif qui est au travail, d'un inconscient qui ne s'arrête pas, hein, qui travaille, c'est l'arbeiter de manière permanente, et de faire en sorte qu'il y ait un changement économique. Alors économie, silence, c'est bataille aussi. Hein, c'est un peu plus compliqué que ça, les relations avec Lacan. Et si Lacan était un membre invisible de la société acéphale, une de mes petites remarques et qui, moi, m'amuse, j'ai dit Catherine Millot, pourquoi vous utilisez autant le mot acéphale dans vos textes? Elle s'en était pas rendue compte. Pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, depuis 1 an et demi, alors que Grothendieck est mort dans les Pyrénées, à cause de Gallimard qui sort des ouvrages, les topos, très bien, super, on peut discuter des topos. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que je vous ai dit, je suis tombé sur Mathieu Ricard, j'ai dit, écoutez, Mathieu, on peut se parler? Vous pouvez m'expliquer ce que foutait Grothendieck dans les Pyrénées? Parce que quand on lit un de ses ouvrages, il y a 600 occurrences sur méditation. Voilà. Donc, il est 11h, Jean, et on va faire le lien, parce que sinon, moi, on peut partir là pendant 50 000 temps. 50 000 temps. Temps. Et pas 3 temps. Non, mais par contre, il y a une danse qui marche avec... voilà, puisque la nouvelle activité, c'est tango. Et c'est lié aussi avec la psychanalyse, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et pour donner un exemple, il existe des thérapies par le tango, c'est très bien. J'ai eu la chance d'inviter récemment là une psychanalyste. Il ne s'agit pas du tout de ça. Et donc, c'est pour faire écho à cette journée. Je pratique du tango, je pratique la méditation. Là, ici, il s'agit quand même de parler de psychanalyse. Et de quelle manière différentes pratiques peuvent résonner. Alors, raisonner, vous l'écrivez comment? Voilà. Mais moi, j'aimerais beaucoup organiser une journée de psychanalyse où ne viennent parler que les psychanalystes qui ne sont pas membres de telle école, ou qui ont connu Lacan, ou qui ont tel rapport à l'université, mais qui, par exemple, sous prétexte, un peu, quel est le rapport, un peu comme un collage, comme l'histoire de l'art, ne vient parler que ceux qui ont pratiqué le tango. Et puis après, on mélange tout le monde. Hein. Voilà. Hein. Oui, c'est parfait, genre 11h01. Bon. Comme on avait commencé à 10h02, on est parfait. Vous avez 1 minute pour les questions. Mais on va déjeuner ensemble, on poursuivra. C'est une journée, c'est ouvert. Hein. Voilà, il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup, Karine. Merci. Ce que je voulais seulement dire, vas-y, Jean, je pense que vous avez bien introduit la question de la transmission. Oui. On va en parler pendant tout l'après-midi, chacun à sa façon. Mais c'est pas mal, parce que c'est pas... là, pour le coup, il peut... Sachant il est dit qu'il n'y a pas de transmission, et pourtant... Il se passe quelque chose. Surtout vous qui êtes passé, moi aussi je suis passé, au départ, je viens de l'Institut. J'ai pas fait d'analyse. Tiens, Jean, prends le micro, mais ça sera pour l'enregistrement, sinon on ne l'entend pas. Je vais faire une analyse à Cracamier, et puis en fait, j'ai bien compris qu'il avait peur de moi. C'est-à-dire qu'il m'a tellement fait attendre, je suis parti ailleurs. C'est important ça, parce que ça joue beaucoup quand on peut laisser tomber l'analyse qu'on a choisie. C'est énorme, c'est un pas énorme. Et après, donc, je suis rentré dans le truc. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui joue dans la transmission quand, normalement, on a changé. On rentre dans l'histoire de la psychanalyse par quelque chose de soi, qu'on laisse tomber une certaine façon de concevoir, la relation d'objet, tout bêtement. Hein. L'objet, c'est pas du tout la relation d'objet. L'objet, c'est justement qu'il est perdu, et l'objet, on en parlera beaucoup. Enfin, moi, j'en parlerai, l'objet voix. L'objet, justement, c'est le silence, l'objet voix. Bon, je ne vais pas en dire plus maintenant. Totalement en phase. Alors, j'offre juste une note inédite de Raymond Reims à Karine, qui était par rapport à ce truc organisé. C'est quand même la deuxième. Pompidou-Metz, ils ont des œuvres de Raymond Reims. Nous, on a les archives.
Et chacun son truc. Voilà. Archives et documents, c'était une revue de Georges Bataille également. Bon, vous jouez ? Merci. Pour tes archives, ça vaudra très cher.